Il est 13 h ici à Paris. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de France 24. C'est Paris Direct. On va passer une heure ensemble. Voici nos titres ce midi. À la une, le décès de Silvio Berlusconi. Personnage haut en couleur, figure emblématique de la vie politique italienne. Le Cavaliere, homme aux multiples affaires, avec 86 ans. Il était atteint d'une leucémie. On reviendra sur son parcours, son héritage, lui dont le parti est aujourd'hui allié à l'extrême droite. À suivre donc la correspondance de Natalia Mendoza depuis Rome. Et ici, en plateau, Bruno Darou pour son analyse. A tout à l'heure, Bruno. A tout à l'heure, Florent. À la une également, ces drapeaux aux couleurs jaune et bleu fièrement brandis. Kiev l'assure, sa contre-offensive fonctionne. 3 villages ont été repris dans la région de Donetsk. Pour l'heure, pas la moindre réaction de Moscou. Tout à l'heure, l'invité du jour, c'est le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Il sera donc notre invité tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a eu 1000 vies, président du conseil, du club de football de l'AC Milan ou encore du groupe audiovisuel Mediaset. Il a également défrayé la chronique avec ses affaires, on va bien sûr y revenir. Silvio Berlusconi n'est plus atteint d'une leucémie. Celui qu'on surnomme le Cavaliere s'est donc éteint à l'âge de 86 ans à l'hôpital San Daniele à Milan. Lui qui avait multiplié les soins ces derniers mois. On va revenir en images sur la vie de Silvio Berlusconi, personnage qui ne laisse personne indifférent. C'est avec Bilal Tarabé. Il était adulé par les uns, honni par les autres. Durant près de 50 ans, Silvio Berlusconi a été une figure majeure de la vie publique italienne. Homme d'affaires, magnat des médias, Premier ministre durant 17 ans sous 4 présidents différents, il laisse un héritage pour le moins controversé. Silvio Berlusconi est né en 1936 à Milan, dans une famille de la classe moyenne. Il s'est d'abord fait connaître comme chanteur de boîte de nuit, avant de se lancer dans des études de droit et de faire fortune comme promoteur immobilier. En 1978, il jette son dévolu sur les médias italiens. Silvio Berlusconi crée une société locale de télévision par câble qui devient, grâce à ses relations politiques, le plus grand empire médiatique d'Italie. C'est lui qui rachète le Milan AC, alors en pleine faillite. En 1993, Silvio Berlusconi fonde le parti Forza Italia et remporte dès l'année suivante les élections générales, battant les partis traditionnels, balayés par l'opération antimafia main propre. Silvio Berlusconi sera depuis surnommé Il Cavaliere, le chevalier. Mais les accusations de fraude, de corruption et les scandales sexuels finissent par s'accumuler et les soirées torrides appelées Bonga Bonga, qu'il organise dans sa villa, font les gros titres. J'ai toujours travaillé sans interruption. Et si parfois je vois une jolie fille, je me dis c'est mieux d'aimer les filles que d'être gay. En 2011, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro, Silvio Berlusconi démissionne de ses fonctions. Ses espoirs de retour sont anéantis 2 ans plus tard, lorsqu'il est reconnu coupable de fraude fiscale, chassé du Parlement et interdit de se représenter. Pendant cette période éclate l'affaire dite du Rubygate, un scandale dans lequel il est condamné pour incitation à la prostitution de filles mineures avant d'être acquitté en appel. En 2019, Silvio Berlusconi peut à nouveau se présenter à des élections et remporte un siège de député européen avant de retrouver son fauteuil de sénateur en 2022 à l'âge de 86 ans. Officiellement soutien de Giorgia Meloni, il embarrasse la première ministre italienne après avoir renoué avec Vladimir Poutine. Zelensky a augmenté ses attaques contre nous et nos frontières. C'est ce qu'ont dit les habitants du Donbass à Vladimir Poutine. S'il vous plaît, défendez-nous. Certains Italiens pensent qu'il provoque pour exister, d'autres qu'il parle encore par calcul politique. Mais celui qui se considérait comme un roi sans couronne a vu ses ambitions contrecarrées par une santé de plus en plus fragile. Bonjour Natalia, on vous retrouve en direct de Rome. Pluie de réactions bien sûr à l'annonce du décès de Silvio Berlusconi, à commencer par celle de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement.
Oui, effectivement, depuis ce matin, c'est une avalanche de réactions d'inconnus et de membres de la vie politique italienne qui réagissent à cette disparition, la mort de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Aujourd'hui à Milan, de nombreux Italiens soulignent sa stature politique, l'homme aux 1000 facettes, le leader aux 1000 batailles, les batailles qu'il a menées dans sa vie, les batailles judiciaires, ces scandales, ces batailles politiques également. Aujourd'hui, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a réagi à sa disparition. Écoutons les paroles de Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions. Et c'est précisément ce courage et cette détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents dans l'histoire de l'Italie. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle n'accepterait jamais de se voir imposer des limites, qu'elle ne doit jamais abandonner. Avec lui, nous avons combattu, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et pour lui, nous allons aller au bout des défis que nous nous sommes fixés ensemble. Adieu, Silvio. Natalia, Silvio Berlusconi, c'est une longue carrière, riche en politique, dans le business également, mais c'est aussi des affaires, l'héritage est contrasté du coup. Oui, effectivement, c'est un peu tout ça. Silvio Berlusconi restera dans la mémoire des Italiens par ses 1000 batailles, batailles judiciaires, batailles politiques, ses scandales. Il a marqué la vie politique italienne pendant 30 ans. Il a dirigé 4 gouvernements entre 1994 et 2011. Héros d'une droite assez dure, il a fondé son parti Forza Italia, une formation politique qui fait d'ailleurs partie de l'actuelle coalition gouvernementale en Italie. Avec sa disparition, la plus grande inconnue sera de savoir quel sera l'avenir de Forza Italia, si ce parti réussira à survivre avec un nouveau leader ou s'il sera phagocyté par les autres partis concurrents de la droite souverainiste italienne, notamment la Ligue de Matteo Salvini ou Fratelli d'Italia, le parti de droite souverainiste de Giorgia Meloni, l'actuel chef du gouvernement italien. Merci beaucoup Natalia pour toutes ces informations. Tout de suite, c'est le décryptage sur France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Florent. Silvio Berlusconi, on l'a dit, c'est un parcours avant tout hors du commun. Et oui, Natalia l'a un peu rappelé, c'est un parcours absolument, effectivement, hors du commun. Il a été à la fois crooner, homme de télévision, homme d'affaires, homme politique, bien sûr. Et puis, surtout, il a été une figure transgressive absolument assumée. L'un des premiers dans l'Europe de l'après-guerre à ce point accepter de faire voler en éclats, en fait, le système politique traditionnel. Et il a très bien compris aussi, avec le développement des chaînes télé, Tout Info, puis ensuite des réseaux sociaux, que l'important, c'était de faire du buzz, comme on dit, de faire parler de soi, quitte à ce que ce soit scandaleux. Et ben, c'était pas grave. On parlait de lui, et de ce point de vue, effectivement, il a eu, on l'a dit, plusieurs vies, plusieurs carrières. Il a été aussi propriétaire de clubs de football, notamment le l'AC Milan, puis ensuite l'AC Monza. Bref, une carrière tous azimuts, avec une figure extrêmement populiste, qui savait plaire aux foules, qui avait un véritable charisme, qui sentait les choses, qui sentait les gens, et puis aussi accompagné, ça a été dit aussi, d'une kyrielle de scandales, à la fois sur sa vie personnelle, hein, les fameuses soirées Bonga Bonga, aussi des ennuis évidemment avec le fisc. Il a été condamné d'ailleurs pour fraude fiscale, et puis aussi des déclarations politiques absolument tonitruantes. Alors vous l'avez brièvement évoqué, c'est peut-être aussi le précurseur des partis néo-populistes en Europe, qui a peut-être donné des idées outre-Atlantique après. Outre-Atlantique et en Europe également, parce que effectivement son parti, donc Forza Italia, il le crée en 1994, donc il y a quasiment 30 ans, et c'est dans un des grands pays européens, l'un des premiers partis populistes comme ça qui va s'affirmer très vite. Il y avait déjà par exemple le Front National en France, mais quand même très vite Forza Italia va remporter des succès. Dès 95, un an après sa création. Absolument, succès aux élections législatives,
rebelote en 2001, avec à ce moment-là un Forza Italia qui a 30% des suffrages. Donc oui, on peut dire qu'il a fait partie de ceux qui, à la fois en termes de formation, vous savez, ces formations qu'on fait surgir en quelques mois du néant, avec beaucoup d'argent quand même, et qui viennent bousculer le jeu politique traditionnel, et puis aussi un leader qui est donc extrêmement transgressif, qui ne parle pas comme les hommes politiques traditionnels, et qui sait parler aux gens, et de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, il a inspiré quelqu'un comme Donald Trump, qui était lui aussi un homme d'affaires, un homme de télévision, qui ensuite est devenu un homme politique. Il ne cachait pas d'ailleurs son admiration, qui ne cache pas son admiration pour Silvio Berlusconi. Et à sa mort, donc, son parti, Forza Italia, est allié à l'extrême droite. Voilà, en fait, son parti Forza Italia est toujours finalement dans une coalition gouvernementale. C'est même Forza Italia qui a permis, en fait, la possibilité de cette coalition gouvernementale qui dirige actuellement l'Italie avec Giorgia Meloni à sa tête. Il a fait entrer le loup dans la bergerie, nous disait Caroline de Camaret tout à l'heure. Bah voilà, c'est une très bonne expression. Et en même temps, c'était devenu, Forza Italia, je vous disais, 30% des voix en 2001, c'était devenu un partenaire indispensable pour ces droites souverainistes, et en même temps un partenaire affaibli, parce que aux dernières législatives, Forza Italia, c'était 8%. Et il y a eu tout un déclin quand même depuis la création de Forza Italia. Donc effectivement, la question aujourd'hui, c'est de savoir quid de l'avenir de Forza Italia, à la fois en tant que formation politique, et puis avec quel leader pour remplacer quand même celui qui paraissait inoxydable, Silvio Berlusconi. Le cavaliere, l'immortel, c'était également un autre surnom. L'immortel, alors voilà, il jouait aussi sur son look, son bronzage éternel, qui en fait était constitué de beaucoup de fond de teint, plus que nous, Florent encore. Il avait été lifté, enfin, il voulait apparaître éternellement jeune, et c'est vrai qu'à 86 ans, il portait beau, comme on dit, mais c'est aussi ce parcours d'une figure qui a été toute sa vie sous les spotlights, et qui a très bien compris les nouveaux codes de la communication pour s'en servir à des fins affairistes ou à des fins politiques. Et il s'est donc éteint aujourd'hui à l'âge de 86 ans à Milan, à l'hôpital San Daniele. Merci beaucoup Bruno pour votre décryptage. L'autre grand titre de cette journée, c'est bien sûr la contre-offensive ukrainienne. Ces dernières heures, Kiev indique avoir gagné du terrain. Ses soldats auraient repris 3 villages dans la région de Donetsk, ce qui constituerait ses premières prises depuis des mois. Moscou n'a pas réagi pour le moment. Avant de donner la parole au général Dominique Trinquant, les images, elles vous sont commentées par Marc Pope. Ces soldats ukrainiens progressent dans cette maison en ruine. Dans leurs mains, le drapeau jaune et bleu qu'ils accrochent fièrement à la façade de l'édifice. Petit à petit, l'armée ukrainienne progresse. Un peu plus loin, elle revendique aussi la prise du village de Neskouchne. Le 10 juin, le 7e bataillon Areil de la 129e brigade a libéré le village de Neskouchne. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire à la nation, mort aux ennemis, l'Ukraine avant tout. Au total, la contre-offensive ukrainienne aurait permis aux autorités de reprendre 3 villages dans l'oblast de Donetsk, Neskouchne, Blagodatne et Makarivka, premières avancées territoriales depuis plusieurs mois. Samedi, Volodymyr Zelensky avait admis que son armée avait commencé la contre-offensive tant attendue. Ce dimanche, il a salué les efforts de ses soldats. Je suis reconnaissant à nos soldats pour cette journée, à toutes nos brigades de combat, à chacune de nos unités, au groupement de forces Khortytsia et Tavria, à tous ceux qui se battent actuellement, à tous ceux qui sont en position, à tous ceux qui aident. Merci, merci pour chaque pas, pour chaque combat, pour chaque occupant détruit. Moscou n'a pour l'heure pas réagi à ces annonces. De son côté, le ministère russe de la Défense a assuré, image à l'appui, avoir repoussé une attaque contre un navire de guerre russe en mer Noire. Au cours de la contre-attaque, tous les bateaux ont été détruits par le feu des armes standards du navire russe à 300 km au sud-est de Sébastopol. Il n'y a pas eu de victimes. Le navire n'a subi aucun dommage. Loin du front, l'Ukraine et la Russie ont par ailleurs procédé à un échange de prisonniers. 95 Ukrainiens et 94 Russes ont ainsi pu retrouver la liberté. Et c'est l'heure de recevoir l'invité du jour.
Et je reçois donc le général Dominique Trinquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Quel crédit, tout d'abord, accordez-vous à cette déclaration que 3 villages ont été repris par les forces ukrainiennes? Écoutez, au-delà des déclarations, il y a des images. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je rappelle que dans cette offensive, après la phase stratégique des frappes dans la profondeur, il y a ce qu'on appelle les reconnaissances offensives. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'aborder progressivement la phase de rupture, c'est-à-dire le moment où on va casser les défenses russes qui sont très bien préparées, il faut le rappeler, donc ça n'est pas une mince affaire, casser ces défenses russes avant d'arriver à l'exploitation. Et c'est dans les semaines qui viennent qu'on va voir si cette exploitation a lieu et si l'offensive ukrainienne fonctionne. Avant de parler de la suite, ces 3 villages étaient-ils occupés par les Russes ou laissés libres? Alors, toute la limite du Donetsk est occupée par des défenses russes. Alors, ça ne veut pas dire que les villages eux-mêmes étaient occupés, mais ça veut dire que pour atteindre ces villages, il a fallu passer par les lignes de défense russes. Donc voilà ce qu'on peut dire. Les villages étaient probablement en ruine, on le voit d'après les images, mais ce ne sont pas les villages qui sont importants, ce sont les lignes de défense. Les images que vous voyez là sont des images qui ont été fournies par les Russes sur l'échec d'une action offensive ukrainienne. Donc il faut beaucoup se méfier de toutes les images qui nous sont envoyées, à la fois du côté russe, mais du côté ukrainien, parce que comme vous le dites, un village qui n'était pas occupé, ça représente un intérêt mineur. En revanche, des défenses qui sont enfoncées, ça présente beaucoup d'intérêt. Vous parliez de cette phase de rupture. Le gros de l'opération, selon vous, il peut arriver vite? Écoutez, un certain temps, dit-on dans l'armée, on n'en sait rien. Ça dépend beaucoup à la fois de la résistance russe et de la capacité ukrainienne à manœuvrer. Pour l'instant, il y a 3 axes d'attaque. En gros, Zaporijjia, le Donetsk et le Bakhmout. Il va falloir voir lequel va le plus vite et créer un véritable effet de rupture. Et à ce moment-là seulement, on pourra dire que ça a percé. Il faut noter une chose, c'est que même les Russes ont reconnu que les Ukrainiens avaient un avantage majeur, qui était la capacité de combattre la nuit. Alors ça, c'est une capacité que nous, Français, avions déjà identifiée pour les armées françaises, et c'est en grande partie du matériel d'observation nocturne fourni par les Occidentaux, qui n'était plus fourni aux Russes, et donc les Russes en manquent, alors que les Ukrainiens, au contraire, en bénéficient. Et vous m'avez devancé, vu que c'était ma prochaine question. J'allais vous demander à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, ou plutôt les prochaines nuits. En quoi, justement, ce matériel occidental donne l'avantage aux Ukrainiens? Vous parliez de visée nocturne, il y a d'autres matériels également? Alors, le premier point, la visée nocturne, c'est que vous pouvez combattre comme en plein jour. Alors que ceux qui n'ont pas ces éléments-là sont évidemment dans une plus grande difficulté. Et ça, les Russes n'en ont absolument pas? Alors, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas de bonne qualité. Vous savez, vision nocturne, il y a plusieurs niveaux, niveau 2, 3, 4. Et donc, nous, aujourd'hui, les Occidentaux, nous disposons de matériel qui permettent de voir quasiment comme en plein jour. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, au-delà des matériels, vous voyez un Léopard 2 là actuellement à l'image, mais au-delà des matériels, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la capacité de manœuvre. C'est-à-dire la capacité pour les chars de percer, pour l'infanterie d'accompagner, pour l'artillerie d'accompagner également, et de l'artillerie antiaérienne d'empêcher l'aviation russe de venir. Parce que c'est un fait marquant, la suprématie aérienne russe, qu'on pensait totale, puisque l'Ukraine a très peu d'avions, la Russie en a beaucoup, mais ne fonctionne pas. Les avions russes restent en Russie, voire tirent à partir de la mer Caspienne, vous voyez, c'est très loin, et au-dessus de la zone de combat actuelle, il y a très peu d'avions russes. Donc, tant qu'il y a très peu d'avions russes, la suprématie aérienne ne va pas compter et donc les Ukrainiens vont pouvoir profiter de leur suprématie au sol avec des matériels performants comme nous venons d'en parler. Alors c'est la palissade, mais qui dit opération nuit dit moins d'images utilisables, d'où la surexploitation côté russe? Oui, alors les quelques images qu'ils ont pu présenter, je note que ce sont toujours les mêmes images qui reviennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'attaque qui échoue à d'autres endroits. Ça veut dire que les Russes ont envie de démontrer que l'offensive rate. Et je pense qu'au-delà des paroles du président Zelensky qui avoue maintenant que l'offensive a commencé, on aura de vraies informations de l'Ukraine qu'au moment où il y aura une véritable rupture. En revanche, vous voyez les images que vous êtes en train de montrer, ce sont des images de Bradley qui sont entassées. Et là, ça me fait beaucoup de peine pour la formation qui a été donnée aux unités ukrainiennes, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris comment on manœuvrait des véhicules blindés.
lors d'une attaque. Et du coup, ce silence opérationnel côté ukrainien, on le comprend tout à fait. Oui, tout à fait. Tant qu'il n'y a pas un effet réel obtenu, ne rien parler, parce que sur les 3 axes, il s'agit d'identifier l'axe qui aura progressé uniquement une fois qu'il y aura un réel succès sur le terrain. Général, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce midi Merci. dans Paris Direct et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de France 24. Dans le reste de l'actualité, il avait déjà gagné la présidentielle il y a 2 mois, direction le Monténégro, où le parti Europe Maintenant a remporté la mise lors des législatives. 26% dans les urnes ce dimanche, c'est bien sûr un bon résultat pour cette formation pro-européenne, mais il y a un mais, elle va devoir construire une coalition et a priori, selon les premiers éléments, elle ne sera pas simple à mettre sur pied. Explication tout à l'heure. Nous sommes le 12 juin, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. C'est un véritable fléau en Inde où entre 8 et 10 millions d'enfants seraient concernés. Ils sont souvent déscolarisés, victimes d'abus également, mais vous allez le voir, certains réussissent à s'en sortir grâce notamment à l'aide des associations, notamment celle créée par un certain Kailash Satyarthi. Il est prix Nobel de la paix 2014. La mission de son organisation n'est pas simple, retrouver les enfants, les libérer et s'assurer qu'ils ne tombent pas entre les mains des trafiquants. C'est un reportage signé Nejma Bentrad et Nabil Ahmed. Cet adolescent de 17 ans est un rescapé. Il y a encore 2 semaines, il travaillait dans un atelier de réparation de motos à Delhi. 14 heures par jour, sans pause, sans rémunération et parfois sans manger. Lorsque je réparais les motos sous la chaleur, mes mains me brûlaient à cause des engins brûlants que je manipulais. Ils nous forçaient à travailler, ils nous battaient, même lorsque l'on pleurait. Quand je repensais à ma famille, je fondais en larmes. J'ai voulu m'échapper, mais je n'avais nulle part où aller. Après un an passé sans pouvoir contacter ses proches, il va enfin retourner chez lui dans le Bihar, une région rurale à plus de 1000 km de la capitale indienne. Comme lui, il serait 8 millions d'enfants assujettis à du travail forcé en Inde, selon une estimation de l'association Bachpan Bachao Andolan. Usines textiles, domestiques chez des particuliers ou encore mines de charbon. En 2022, l'ONG a sauvé plus de 10 000 enfants des mains des trafiquants. Ces enfants se font attirer par une personne proche. D'abord, elle identifie les parents dont les revenus sont faibles, en leur disant qu'au lieu que leurs enfants soient seuls à la maison à ne rien faire, il pourra s'épanouir dans une grande ville, aller à l'école et apprendre à travailler. En 2016, l'Inde s'est dotée d'un amendement interdisant le travail des mineurs de moins de 14 ans. Si le nombre d'enfants exploités n'a cessé de diminuer ces 20 dernières années dans le pays, la pandémie a poussé des milliers d'entre eux à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Cette question à présent dans l'actualité, mais comment ont-ils fait pour survivre au crash de leur avion 40 jours seuls dans la jungle? Toute la Colombie se le demande bien. Les 4 enfants disparus ont été retrouvés en vie, eux qui ont perdu leur mère pour rappel dans l'accident. Le plus jeune a 1 an. Les images ont été diffusées ce dimanche par une chaîne de télévision nationale. Émotion garantie. Laura Cambo. Hagards et amaigris, leur calvaire vient de prendre fin il y a quelques minutes. Sur ces images tournées le jour du sauvetage et diffusées depuis hier par la télévision publique colombienne, on voit les 4 enfants entourés par les sauveteurs. Dans les bras de l'un d'entre eux, la plus petite, âgée de 1 an. Nous avons retrouvé les enfants, merci à Dieu. L'un des volontaires qui a participé aux recherches raconte. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger du riz au lait, ils voulaient manger du pain. Tout ce qu'ils voulaient, c'était manger. 3 jours après leur sauvetage, on en sait plus sur les conditions de vie des enfants durant les 40 jours passés dans la jungle. Ils auraient survécu en restant près d'un cours d'eau et en y remplissant une petite bouteille de soda. Ils se seraient également aidés d'une moustiquaire, d'un peu de matériel de camping et d'une lampe de poche. Selon l'aîné des enfants âgés de 13 ans, ils auraient entendu les messages diffusés par hélicoptère leur indiquant de ne pas bouger. Toujours hospitalisés à Bogota, les enfants parlent peu pour le moment, mais ils vont bien selon leur grand-père.
Voilà pour le récit de nos confrères de France Télévisions. Son dôme de lave est en train de se désintégrer sous la poussée du magma en fusion. On prend tout de suite la direction des Philippines où le volcan Mayon, dans le centre du pays, crache désormais cendres, roches enflammées et gaz toxiques. Conséquence, au moins 13 000 personnes vivant proches du volcan ont dû être évacuées. Vous découvrez ces images toujours aussi spectaculaires. Fin de cette première demi-heure d'information. Je vous retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal. A tout de suite.